Bonjour et merci de cette présentation. Merci à vous d'être là. Vous savez, quand on écrit, quand on recherche dans sa chambre, dans son bureau, et qu'on réfléchit au futur et qu'on écrit des bouquins, enfin, des trucs comme ça, on se demande vraiment s'il y aura des gens qui viendront un jour lire ces bouquins, qui viendront écouter. Et c'est toujours, ça fait des années, et c'est à chaque fois. C'est extrêmement rassurant qu'il y ait encore des gens qui s'intéressent à ces questions-là, qui viennent les écouter, qui prennent le temps. Donc je vous remercie beaucoup d'être là, c'est important de savoir. Voilà. Je ne m'attendais pas du tout, on m'avait dit que la deuxième session ne serait pas complète, mais voilà, sous les feux de la rampe, la deuxième fois grâce à l'APM, et franchement, c'est une joie et j'en suis très flattée. Donc je vais vous parler, moi aussi, futur, c'est le thème de cette grande rencontre et évidemment c'est aussi le thème de mon travail, c'est l'objet de mon travail plus exactement. Alors je l'aborde de multiples manières, je vais vous en présenter un tout petit extrait de ce futur ou plutôt de la manière dont je le regarde et dont on peut travailler avec. Je dis bien c'est un tout petit extrait d'une histoire beaucoup plus longue et plus complexe que j'adorerais vous raconter si on avait 3 jours devant nous, mais ça sera compliqué puisque donc l'avion vient me chercher tout à l'heure. Le futur, je m'y intéresse pour au moins deux raisons. La première, c'est parce que, comme vous, je suis chef d'entreprise, on vous l'a dit, je dirige un laboratoire de recherche, mais dans la mesure où il est privé et indépendant. C'est donc une entreprise de type PME, enfin TPE à part entière, avec une équipe et tout ce que ça veut dire d'activité pour développer l'entreprise. Et puis, cette première entreprise, donc je l'ai fondée effectivement avec mon mari, avec Jean-Christophe. Et puis, j'ai fondé une deuxième entreprise avec lui. Et donc, vous voyez les forces vives ici, qui s'appelle Violette, qui a 5 ans, Émile, qui en a 6, et Barthélémy, qui en a 10. Ce sont nos 3 enfants. Et ces 3 enfants, effectivement, c'est pour moi un pilier pour ma réflexion professionnelle, dans ma réflexion professionnelle, dans la façon dont et dans les raisons pour lesquelles, les moteurs pour lesquels je m'intéresse à l'avenir. Et quand je parle d'entreprise familiale, c'est pas c'est une métaphore, mais c'est une métaphore très forte, hein, puisqu'on parle bien de là, il faut se projeter, il faut savoir s'adapter. Il y a des questions logistiques, des questions de mobilité, des questions d'approvisionnement, de la gestion de conflits, proposer un projet, enfin la gestion il faut une DRH, il faut enfin une direction des ressources humaines. Il y a tout ça, hein, faut les faire adhérer au projet. Il y a des règles à respecter. Voilà. Donc on a alors produire, je sais pas, par du bonheur, mais c'est déjà beaucoup. Mais voilà, donc c'est à dessein que j'utilise cette métaphore parce qu'elle est vraiment très forte. Et je me demande laquelle entreprise est la plus difficile à gérer. Je pense que c'est la seconde d'ailleurs. En tout cas, c'est celle qui impose de réfléchir et de savoir se questionner en permanence et s'adapter en permanence. Et si je dis ça, c'est parce que quand la dernière est née, Violette, tout d'un coup j'ai réalisé, en lisant un article qui était sorti dans le National Geographic le même jour, qui disait, le titre de l'article c'était « Cet enfant vivra 120 ans ». C'était un bébé qui était né la même année et qui avait la tête de ma fille. 120 ans, 120 ans. Alors je ne serai pas là pour le vérifier, peut-être que certains d'entre vous, non, je ne pense pas non plus, enfin je ne sais jamais, et peu importe d'ailleurs si c'est 100 ans ou 120 ans, ce qui est important de réaliser, c'est ce que ça représente. Ce sont 3 enfants du siècle, c'est déjà des enfants mutants, c'est-à-dire que déjà il y a un saut de génération incroyable. Je ne sais pas si vous avez des jeunes enfants, mais le mien, Barthélémy, là il y a quelques jours, il est venu me demander, je suis obligée de le regarder à chaque fois parce que j'ai toujours pas compris ce que c'était. Il m'a dit qu'il avait besoin de mon ordinateur parce qu'avec le sien, il ne pouvait pas installer un patch de matière pour Minecraft. Et c'est là qu'on prend un coup de vieux et surtout qu'on se dit, voilà, il a muté cet enfant. Les 3, ils sont évidemment des petites poussettes, pour reprendre l'expression de Michel Serres. On trouve ça bien, pas bien, la question n'est pas là, c'est un fait. Et on ne reviendra pas en arrière, on peut bien limiter les écrans, ce que je fais, comme tout parent qui essaye de se dire qu'il faut... mais n'empêche que c'est une réalité, donc il faut s'adapter. La deuxième chose, donc je disais 120 ans, c'est 5 fois 20 ans. 20 ans, c'était, il y a 20 ans, réfléchissez, on avait à peine Internet, il n'y avait pas de smartphone. C'est vertigineux ce que ça représente aujourd'hui, 20 ans. Alors 100 ans, vous imaginez ?
au rythme actuel des technologies, de l'évolution technologique, on peut même considérer que ce qui sépare ma vie de celle de ma fille, quand elle aura mon âge, c'est à peu près ce qui sépare ma vie de la vie d'une femme du Moyen-Âge. On est à peu près à la cadence actuelle de la progression technologique. Par conséquent, on est à un changement de civilisation, on le sait, hein, on est à un carrefour, on est en train de changer d'époque, changer de modèle énergétique, économique, on parle de transition, on est à une rupture civilisationnelle, n'ayons pas peur des mots, et donc on est face à un énorme inconnu. Et donc quand on est parent d'enfants petits comme ça et qu'on a la charge de les amener vers l'âge adulte et de leur donner les outils pour qu'ils soient bien quand ils seront devenus grands, qu'ils aient les moyens de vivre bien, d'y être heureux, c'est absolument vertigineux. D'où, évidemment, l'envie, le désir de connaître le futur pour les préparer, pour qu'ils soient le mieux possible, qu'ils soient fin prêts. Oui, sauf que le futur, personne ne sait de quoi il sera fait, et la seule certitude qu'on peut en avoir, c'est que justement, il ne se déroulera pas comme on pense qu'il pourrait se dérouler. Il suffit de penser aux 20 dernières années, toujours à la chute du mur, à l'émergence du téléphone mobile et à son impact, à ce que l'effet d'Internet, le recul de la démocratie depuis quelques années. Alors là, il y a 5 ans, je vous promets, reprenez vos journaux, personne n'en parlait, enfin, à cette vitesse-là. On était dans l'improbable. On peut multiplier les exemples. Je vais en donner un autre plus concret. Quand j'ai écrit mon premier bouquin qui s'appelait 2033, Atlas des futurs du monde, j'avais écrit et c'était une grosse erreur de ce bouquin, j'avais écrit que les énergies renouvelables ne pourraient être amorties, enfin qu'il y aurait des investissements importants dans les énergies renouvelables et qui deviendraient intéressants pour les investisseurs à partir du moment où le baril de pétrole aurait passé les $200. C'est exactement l'inverse qui s'est passé. Le cours du pétrole et le prix du baril a chuté. Et aujourd'hui, les énergies renouvelables sont quasiment aussi compétitives que certaines énergies fossiles. Et personne n'a vu ça venir. Certainement pas tous ceux qui ont investi dans le gaz de schiste, de roche-mer et les huiles de schiste. Pas non plus les algorithmes. On parlait ce matin des algorithmes. Les algorithmes, c'est vrai que vont permettre un certain nombre de prédictions assez intéressantes, mais sauf que les algorithmes, ils ne tiennent compte pour l'instant que du passé, que de l'expérience. Il l'a dit d'ailleurs, on va sur les bases de données, on utilise ce qui s'est passé. Or, les effets de rupture, précisément, on ne peut pas s'appuyer dessus puisqu'ils sont imprévisibles. On ne s'appuie pas non plus sur le désir, sur la volition, sur la détermination, sur l'irrationnel, qui est quand même la plus grande part dans une décision, elle relève de l'irrationnel, de l'émotion. Donc les algorithmes, c'est pas si on s'en tient aux algorithmes pour aménager et éduquer nos enfants pour le futur, on est mal barré, je pense. Et c'est un petit peu préparer le futur en s'appuyant sur les prédictions, c'est un petit peu comme si on révisait le bac, vous savez, on préparait le bac en révisant un seul sujet. En gros, vous avez peut-être une chance de tomber sur ce sujet, mais vous avez quand même beaucoup de chances de vous planter. C'est pour ça que c'est intéressant, non pas de chercher à prédire, mais qu'il est plus intéressant probablement deux choses. D'abord, de cultiver la résilience, c'est-à-dire la capacité de s'adapter, la capacité de changer, l'accepter, changer de paradigme carrément. Hein. J'aimais beaucoup ce que disait Günther Pauli ce matin. C'est qu'on n'en est plus au stade de la réformette, maintenant on change, on y va, on entre dedans, on est dans la transition, on ne réfléchit pas, on y va. Et la deuxième chose, il est clair que le futur découlera des actions que nous engageons aujourd'hui, des arbitrages que nous faisons aujourd'hui. Il ne va pas naître du nulle part, hein. Le futur naît de l'histoire et du présent, et par conséquent, c'est extrêmement intéressant de regarder ce que nous faisons aujourd'hui depuis le futur. C'est un peu ça la posture prospective. Aussi, c'est de se placer 20 ans, 25 ans, 30 ans en avant, et de regarder quel impact peuvent avoir les décisions que nous prenons aujourd'hui. Et c'est effectivement à ça qu'on consacre une partie de nos travaux au laboratoire. Et c'est aussi ce que je vais faire aujourd'hui, regarder le présent depuis le futur pour pouvoir aider à prendre des décisions aussi éclairées que possible. Puisque plus nous prendrons aujourd'hui des décisions éclairées, plus nous choisirons, nous orienterons, nous aurons la capacité de choisir le futur plutôt que le subir, éventuellement dans sa pire version. Alors, je vais donc regarder, alors pour travailler, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les tendances lourdes, on repère les signaux faibles, on essaie d'articuler les uns avec les autres, on fait des graphiques, on fait des cartes,
Et à partir de là, on voit ce qu'on appelle les scénarios tendanciels, et puis les options, les capacités d'action, de réaction, et on essaye, avec des variables, d'ajuster ces scénarios tendanciels. Alors, je ne vais pas aller jusque-là aujourd'hui, parce que il faudrait entrer dans la complexité. Je vais un petit peu entrer dans la complexité, parce que ça, c'est l'autre clé. C'est qu'on n'est plus à une époque où c'est blanc ou noir, c'est oui ou non, c'est le off and on. Non, on est dans une ère complexe, multifactorielle, donc il faut accepter cette complexité, parce que c'est le seul moyen qu'on a aujourd'hui de pouvoir agir. Et là, de ce point de vue-là, l'entreprise est un bon exemple, c'est-à-dire qu'elle n'est pas, quand elle prend une décision, on n'est jamais dans des décisions monofactorielles. Que ce soit pour le choix d'un marché, le choix d'un produit, le choix d'un fournisseur, etc. Donc, aborder la complexité et l'apprendre et entrer dans ce qu'on appelait ce matin l'ère du « et », c'est aussi déjà une première étape dans cette résilience nécessaire et cette capacité qu'on doit développer pour s'adapter aux aléas et à tout ce qu'on ne sait pas du futur et qui se déroulera. Donc, première tendance lourde que je voudrais évoquer avec vous, et avant de vous montrer le graphique, je vais vous dire de quoi il procède. Je ne sais pas si vous avez remarqué, en prospective, on commence toujours par la démographie, parce que la démographie, c'est la population, c'est ce qui précède le reste, la demande, la consommation, les territoires, la géographie, l'immobilité, tout ça, le besoin de maisons, alimentaires, tout ça procède évidemment de la population, donc de la démographie. C'est pour ça que la prospective commence toujours par la démographie. Et quand on pense démographie, on pense toujours croissance de la population. Et d'ailleurs, rares sont les articles sur 2050, sur le futur, qui ne commencent pas par « en 2050, la planète devra nourrir 1,5 milliard d'habitants de plus qu'aujourd'hui. En 2100, la planète comptera 2 milliards d'habitants. » Une obsession du chiffre. Mais du chiffre, combien on sera? Alors nous, on s'est beaucoup interrogé, on n'est pas les seuls, mais on s'est beaucoup interrogé sur cette question-là. Mais c'est quoi ce chiffre? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de compter? Et surtout, qui sont tous ces habitants supplémentaires qu'on nous promet à l'horizon 2050-2100? Et donc, pour voir qui ils étaient, et si, comme dans l'imaginaire collectif, ils sont tous nés en Afrique et en Asie, on a voulu vérifier. Donc on a pris la pyramide des âges, et qui sont tous très jeunes. On a pris la pyramide des âges et la population mondiale en 2050, et on a soustrait celle de 2015, celle d'aujourd'hui. Et on n'a gardé que la différence. Donc là, on avait effectivement la population supplémentaire, j'allais dire, ce qui allait changer entre aujourd'hui et 2050. Et voilà ce que ça a donné. Ça a donné cette bizarre pyramide des âges. Donc là, on a classé la population mondiale avec les femmes à droite en rouge, les hommes à gauche en bleu, classés par classe d'âge de 10 ans en 10 ans, les plus jeunes, les moins de 10 ans étant en bas, et les centenaires en haut de la pyramide. Et donc vous voyez, cette augmentation de la population, à quoi elle correspond? En fait, elle correspond à l'augmentation de la population la plus âgée, c'est-à-dire au vieillissement, et donc à la fois à l'augmentation d'une population en moyenne de plus de 50 ans. Vous voyez, ça augmente sensiblement. La plus grosse de la population supplémentaire, ce sont des personnes âgées de plus de 50 ans. C'est quoi? C'est les baby-boomers, qui non seulement sont très nombreux, et comme ils vieillissent, ça fait beaucoup de gens qui vieillissent en même temps, mais en plus ils vivent plus longtemps. Donc c'est à la fois l'allongement de l'espérance de vie et finalement la chute du taux de natalité qui amplifie évidemment le vieillissement d'une génération très nombreuse. Comme il n'y a pas renouvellement des générations par le bas, voilà, ça amplifie le phénomène de vieillissement des baby-boomers et de l'allongement de l'espérance de vie. Voilà pour une première idée reçue qu'on a constatée, c'est-à-dire que la croissance de la population mondiale est liée aussi à son vieillissement et pas seulement à des taux de natalité qu'on imagine très élevés, comme le président de la République l'a évoqué cet été au sud du Sahara. Voilà, premier élément sur la démographie, le vieillissement de la démographie. Et c'est important d'en parler, surtout qu'il est encore plus précoce. Il se passe partout dans le monde, parce que c'est lié au phénomène de transition démographique. Donc il a lieu partout dans le monde, simplement il est décalé dans le temps. Et le vieillissement, il a commencé par les pays développés et par les pays émergents, parce qu'il faut savoir qu'il y a eu un baby-boom, pas seulement en Europe ou aux États-Unis, il y a eu aussi un baby-boom en Chine, par exemple. Donc on a un pays qui va vieillir extrêmement rapidement, d'autant plus qu'il y a eu la politique de l'enfant unique.
Mais il a lieu aussi dans des pays comme la Thaïlande, le Brésil, la Tunisie, parce que tout simplement les taux de natalité chutent et qu'on a exactement le même phénomène de vieillissement. Donc c'est un phénomène mondial, et le dernier endroit où il se déroulera, c'est en Afrique, parce que pour l'instant on est encore dans un phénomène de croissance démographique, de sol naturel positif très important, mais provisoirement. Pourquoi vous parlez? Alors, en termes de nombre, le monde compte aujourd'hui, enfin, la progression le monde devrait compter 1,5 milliard de personnes âgées de plus de 60 ans en 2050, 1,5 milliard de personnes. Et les personnes âgées de plus de 80 ans, elles, vont tripler d'ici là. Il faut savoir qu'en Europe, par exemple, aujourd'hui, la classe d'âge qui est dynamiquement qui a la plus grosse dynamique démographique, celle qui augmente le plus vite, c'est les plus de 80 ans. Et comme le veut l'expression, évidemment, cela a toute une chaîne de conséquences, et c'est un petit peu là-dessus que je voulais en venir, parce qu'évidemment, sachant cela, soit on attend que ça se passe, c'est beaucoup la position qu'on a aujourd'hui, par exemple en France, soit on y réfléchit, on en débat, et on prépare ce dont on est sûr, puisque le vieillissement, c'est une certitude. Là, pour le coup, autant je vais vous parler d'autres choses, il y a surtout de l'incertitude. Là, sur le vieillissement de la population, comme c'est des gens qui sont déjà nés et qui sont encore vivants, forcément, il y a une certitude. Je ne vais pas parler de la question des retraites, je laisse ça aux médias. Je vais vous parler en revanche de la question de santé, par exemple, puisque vous savez qu'il y a un certain nombre de pathologies, comme le cancer ou les maladies neurodégénératives, je parle d'Alzheimer, de Parkinson, qui sont des maladies dont la prévalence augmente avec l'âge. À partir de 50 ans principalement pour les cancers, et 60 ans pour les maladies neurodégénératives, et a fortiori depuis 80 ans. Et plus de 80 ans, ça représente du monde déjà. Et de plus en plus, à mesure que cette classe-là, vous imaginez, à mesure que cette classe-là, les gens qui sont nés dans les années 50 et 60 vont vieillir, ça va être une explosion forcément du nombre de personnes atteintes de ces pathologies-là, puisque le taux de prévalence appliqué à une population qui augmente, ça fait forcément plus de malades. Or, au même moment, on aura beaucoup moins de gens pour les prendre en charge, puisqu'on a des populations qui leur succèdent, qui sont beaucoup moins nombreuses, qui sont donc aussi beaucoup moins nombreuses pour cotiser, et donc pour financer cette prise en charge. Donc déjà, ça veut dire beaucoup de choses pour l'épargne. Il faut savoir que l'épargne va forcément être largement réorientée sur la prise en charge du vieillissement, puisque les cotisations n'y suffiront pas. Ça veut dire aussi qu'il va falloir de la main-d'œuvre, parce que les femmes travaillent là où elles ne travaillaient pas, parce qu'il y en a moins, parce que c'est les femmes qui traditionnellement prenaient les personnes âgées dans la famille, les aînés, à la maison. Elles restaient à la maison, elles s'occupaient des enfants, puis des aînés. C'est plus le cas, ça ne fonctionne plus. Les logements sont trop petits aussi, donc on ne garde plus les personnes âgées, ils sont trop chers. On ne garde plus les personnes âgées chez soi. Donc ça veut dire des institutions, ça veut dire des gens qui travaillent dans ces institutions. Ce sont des métiers qui sont peu valorisés. Par conséquent, il faut aussi éclairer le débat, et là je fais un lien, c'est ça, faire les liens et la complexité. Le débat migratoire, il faut aussi le mettre en relation avec ce problème de vieillissement de la population. Et pas seulement pour remplacer la main-d'œuvre, on est aussi dans l'accompagnement simplement du vieillissement. Il suffit de regarder qui travaille aujourd'hui dans les maisons de retraite pour savoir de quoi on parle. Ces personnes âgées, ou un peu plus âgées, elles se concentrent en général de plus en plus dans les centres-villes. Parce que d'abord, il y a une question de proximité, des commerces, des médecins, des services, etc. Puis il y a une question de coût. Le prix des logements au centre-ville étant plus élevé qu'en périphérie, aujourd'hui, les personnes qui ont les moyens de s'offrir des appartements et qui ont donc de l'argent de côté pour le faire au centre-ville sont les personnes plus âgées, ce sont les baby-boomers. Et donc petit à petit, on voit une répartition territoriale, démographique, qui évolue avec les familles, avec les enfants qui sont repoussés vers les périphéries, alors que les centres-villes vieillissent. Ça veut dire quoi? Alors d'abord, en termes sociétals, ça pose déjà beaucoup de questions, mais ça veut dire aussi qu'il faut accompagner ces personnes âgées dans leur mode de vie quotidien dans les centres-villes. Donc il faut des bancs, il faut des rampes d'accès, il faut des accès handicapés, etc., pour les fauteuils, etc., etc. Et donc tout ça, ça a un coût, ces aménagements, et ça veut dire qu'il va falloir faire des arbitrages au niveau du budget de la ville. Et donc il va falloir choisir, est-ce qu'on met en place une crèche ou est-ce qu'on met en place des bancs et des rampes? Donc ça veut dire une société qui réoriente aussi ses investissements. À l'échelle d'un État, dont le budget est contraint, on le sait, parce que la dette augmente et parce que, effectivement, une fois de plus, la main-d'œuvre diminue, ça veut dire aussi des arbitrages assez critiques, surtout qu'il faut savoir que l'âge moyen des votants en France en 2050, ça va être 56 ans.
Donc imaginez s'ils doivent choisir entre le remboursement pour tout le monde, alors je dis n'importe quoi parce qu'à ce moment-là on n'aura plus besoin de faire des prothèses de la hanche comme on le fait aujourd'hui, mais s'il faut choisir entre le remboursement alors par exemple de la prise en charge d'Alzheimer totale, la gratuité pour la prise en charge, et construire des nouvelles écoles parce qu'on n'a plus les moyens de construire, ou des crèches si on n'a plus les moyens de financer les deux. Est-ce qu'il faut privatiser la santé? Est-ce qu'il faut privatiser l'éducation? C'est des vrais choix de société qu'on va devoir faire et qui sont directement liés à cette évolution démographique. Donc c'est très important de penser aussi notre système, évidemment notre système de gouvernance et notre système politique en fonction de ces évolutions-là. Il ne s'agit pas là pour le coup de prédiction, il s'agit de préparer et d'en débattre pour pouvoir choisir ce qu'on souhaite et non pas attendre qu'on soit dans une situation de crise et qu'on choisisse sous la contrainte. Donc je disais, problème d'équilibre politique, et finalement on est face à un vrai problème de société, de solidarité intergénérationnelle. Jusqu'à quand on va demander à des plus jeunes de devoir contribuer, augmenter leurs cotisations pour financer la prise en charge du vieillissement global? Ou alors on prend sur l'épargne, mais alors quelle capacité d'investissement du pays? Donc là on est vraiment sur quel contrat social et quel contrat de société, quelle économie on veut pour répondre à cette question du vieillissement. Il se trouve qu'en France, on est un tout petit peu moins touché pour l'instant que les Allemands et les Italiens parce que le taux de fécondité reste relativement élevé puisqu'il est le solde démographique, pas le solde naturel. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de migration, on n'aurait pas un solde aussi positif, mais malgré tout, on a un solde démographique qui nous permet de renouveler tout juste la population. Il n'empêche qu'au total, il y a quand même l'effet vieillissement, puisque la classe des baby-boomers reste largement plus nombreuse que les générations suivantes. Donc on a cet effet vieillissement et qui va s'accélérer avec le temps. Il est beaucoup plus précoce là où dans les pays où évidemment le taux de fécondité a chuté très brutalement, et je pense en particulier à l'Italie, à l'Allemagne ou à l'Espagne. Voilà pour le vieillissement. Vous voyez, j'en suis exactement au même stade que... Donc je vais faire les mêmes... le deuxième fait saillant en termes démographiques, c'est la croissance démographique. Et là-dessus, je vais aller rapidement, puisque ça c'est déjà plus documenté. Je voudrais juste rappeler une chose à propos de la croissance démographique. C'est que là encore, vous allez lire régulièrement des articles qui vont dire en 2100, la population, les Nations Unies, la population mondiale va s'élever à 12 milliards d'habitants ou 11 milliards. C'est faux, on n'en sait rien. On n'en sait rien parce que ça dépend d'une variable qui est le taux pour calculer la population à l'horizon 2050 ou 2100, on s'appuie principalement sur le taux de fécondité des femmes. Or, il suffit de faire varier le taux de fécondité par femme de un quart d'enfant pour qu'on ait un scénario qui varie, vous voyez, de plus de 2 milliards à l'horizon 2050. Non, ouais, c'est ça, 2050, et on est au-delà de 4 milliards en 2100. C'est énorme, parce que les phénomènes d'inertie sont très grands. Or, dans ce cas-là, il faut se reporter à qu'est-ce qui fait varier le taux de fécondité? Eh bien, c'est du comportement individuel, c'est le niveau d'éducation des filles, si elles vont à l'école ou pas, si elles font des études ou pas, l'âge du mariage, c'est le prix du logement, parce qu'on n'a pas forcément 3 enfants si le logement est très cher, c'est les politiques familiales en place, c'est le travail des femmes ou pas, c'est le niveau d'études, je l'ai dit, c'est la progression de l'individualisme. Il y a beaucoup de femmes, et c'est l'âge du premier enfant qui recule dans la plupart des pays, etc. Ce qui veut dire que comme certains préconisent de mettre en place une politique de planning familial ou de contrôle des naissances, mais comment mettre en place une politique dans la mesure où on a un nombre de paramètres aussi grand qui fait varier le taux de fécondité des paramètres aussi nombreux? Ça n'a aucun sens. Par ailleurs, on pourrait discuter longuement sur le cas de la Chine, puisque de toute façon, quand la politique de l'enfant unique a été mise en place, le déclin de la natalité était déjà en marche, donc en fait on a accéléré une tendance qui existait déjà. Donc en réalité, ce n'est pas la politique de l'enfant unique qui a conduit au résultat qu'on connaît aujourd'hui, c'est simplement ça l'a accéléré, ça l'a amplifié. Donc de toute façon, aujourd'hui, la seule chose qu'on sait, c'est que le taux de fécondité et le taux donc, de natalité mondiale diminue, et donc que la croissance de la population continue, mais baisse, ralentit. Donc en fait, la population elle augmente de moins en moins vite. Et elle va aller jusqu'à un seuil de stabilisation qu'on situe encore à peu près à la fin du siècle. C'est-à-dire qu'à la fin du siècle, la population pourrait se stabiliser, voire décliner. Si le schéma qu'on observe dans les pays développés, les pays émergents se généralise, on pourrait même avoir un rapide déclin de la population, au point qu'on a un scénario pour 2100 qui est une baisse de la population à 6 milliards d'habitants, c'est-à-dire moins qu'aujourd'hui.
Donc, et tout ça étant, je vous rappelle, c'est un quart de femmes. Donc on ne peut pas dire la population mondiale sera de temps. On n'en sait rien. On a une variable. On choisit toujours ce qu'on appelle le scénario médian, parce qu'évidemment, il fait la moyenne entre les deux, mais il n'est pas plus probable que les deux autres. C'était important de le rappeler. Il n'empêche que si vous multipliez la population mondiale par notre mode de vie, là vous avez quand même un enjeu de ressources. J'insiste là-dessus parce qu'on est obsédé par l'idée de compter la population mondiale. On ne la compte pas d'ailleurs, hein. On fait des évaluations puisqu'on ne peut pas faire des relevés, des enquêtes de population partout dans le monde. Donc en fait on fait des estimations et des calculs et on arrive à une estimation de la population mondiale sans savoir si on est sur une marge d'erreur de 5, 10 ou 15%. Probablement dans certains pays on est sur des marges d'erreur absolument énormes. Quoi qu'il en soit, si on mettait tout le monde comme on fait dans le théâtre là, si on mettait la population mondiale comme ça, sur 1 mètre carré pour chacun à peu près, aujourd'hui la population mondiale tiendrait sur l'île de la Corse. Oui, ce n'est pas un problème de place. En revanche, si aujourd'hui on nourrissait toute la population mondiale de la même manière que les Français, on pourrait nourrir avec la production actuelle, avec la production agricole mondiale actuelle, 4 milliards d'habitants. Si on nourrit toute la population mondiale avec le régime alimentaire des Japonais, avec la production actuelle, on peut nourrir 8 milliards d'habitants. C'est-à-dire qu'on a déjà assez pour nourrir tout le monde comme des Japonais. Et les Japonais ne meurent pas de faim. Si on nourrit tout le monde, on met tout le monde au même régime alimentaire que les Bangladeshis, qui ne meurent pas de faim, soit dit en passant, on peut déjà nourrir aujourd'hui, avec la production actuelle, sans l'augmenter, 12 milliards d'habitants. Tout ça pour dire que la question du nombre d'habitants, ce n'est pas ça la question. La question, c'est la demande, c'est les besoins. Et donc, c'est aussi leur niveau de revenu et leur mode de vie. Niveau de revenu, on va aller très très vite, parce que je suis très en retard. C'est juste pour vous montrer l'augmentation des revenus depuis 20 ans à la faveur de la mondialisation et de l'émergence économique de pays comme la Chine, l'Inde, la Thaïlande, le Brésil, l'Afrique du Sud, etc. On est passé d'une part de la population mondiale vivant avec moins de 2 $ par jour, c'est-à-dire en dessous du seuil absolu de pauvreté qui était de plus d'un tiers de la population mondiale, 1,9 milliard en 1990, à une population qui est diminuée par plus de 2, 840 millions de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté, soit seulement 11% de la population mondiale. C'est considérable, c'est incroyable. Pour la première fois de l'histoire, il y a une majorité de la population mondiale qui ne vit plus dans l'extrême pauvreté. Première fois dans l'histoire de l'homme. C'est incroyable, mais ça veut dire aussi qu'on est de plus en plus nombreux à pouvoir consommer de plus en plus. Et qui dit consommer de plus en plus, dit prélever de plus en plus, puisque la consommation, ça veut dire prélever des ressources pour produire et satisfaire cette production. Et c'est tout là où est l'enjeu, c'est-à-dire qu'on est dans un modèle de croissance aujourd'hui où toute augmentation de revenus va demander une augmentation de la consommation, va impliquer une augmentation de la consommation, donc de la production, donc de l'emploi. Très bonne nouvelle, ça c'est le modèle vertueux de la croissance. L'autre aspect, ça c'était la face pile, le côté face, on a un modèle de croissance qui dit toute augmentation de revenus est convertie en consommation supplémentaire, donc en production supplémentaire, donc en prélèvement de ressources supplémentaires. Et c'est là où c'est problématique, puisque les ressources, elles, 80% des ressources que nous prélevons aujourd'hui pour notre production ne sont pas renouvelables. Donc le modèle de croissance qui en théorie est infini, ben non, ça ne fonctionne pas. Il y a un moment où il y a un point de rupture. Et ce point de rupture, on le connaît, il s'approche. Déjà pour des minerais, il y a des minerais qui sont déjà épuisés, d'autres qui sont en voie d'épuisement. Et puis les autres manifestations du point de rupture, c'est évidemment le réchauffement climatique, les catastrophes dites naturelles qui sont de moins en moins, etc., etc. Donc face à ce point de rupture, et forcément, il faut réfléchir à comment on arrive à ce point de rupture, qu'est-ce qui nous y amène, et comment on change de modèle, on prend conscience et on change de modèle. Je vais vous donner un exemple. Oui, alors ça c'est juste c'était un graphique, mais sur la répartition des classes moyennes, parce que évidemment baisse de la pauvreté, ça veut dire aussi élévation de l'importance des classes moyennes dans le monde, ce qu'on appelle la moyennisation mondiale, c'est-à-dire l'augmentation du nombre de personnes qui vivent avec plus de 10 $ par jour. Et ce nombre explose d'abord en Chine, vous voyez, à partir de 2010, et puis petit à petit en Inde aussi, ce qui fait que vous avez complètement un basculement, vous voyez, des classes moyennes dans le monde,
qui était à 80% en 1970, qui était à 90% situé dans les pays dits occidentaux, et qui maintenant, les pays occidentaux, qui à l'horizon 2030 ne représenteront plus que 20% des classes moyennes. Ça veut dire aussi déplacement des marchés, ça veut dire déplacement du pouvoir du consommateur, etc. Ça veut dire beaucoup de choses, évidemment, derrière ce graphique. Et ça ne veut pas dire que les Européens ou les Américains consomment moins et sont moins bien, c'est simplement qu'ils sont rattrapés. Hein, ce n'est pas un déclassement, c'est juste une répartition. L'exemple que je voulais vous prendre, parce que tous ces gens, toutes ces classes moyennes, elles vivent quelque part dans des maisons, des immeubles, il faut les construire, elles roulent sur des routes. Et pour faire tout ça, on a besoin de béton et de ciment, et donc on a besoin de sable. Le sable, aujourd'hui, c'est la ressource la plus consommée dans le monde, avec l'eau et l'air, ce qu'on ne sait pas forcément. Et la croissance de cette consommation de sable est un véritable enjeu qui est peu connu. Ici, vous avez la consommation de sable, la production de béton aux États-Unis au XXe siècle, surtout le XXe siècle. Et là, vous avez la production de béton en Chine entre 2011 et 2013. Ça, c'est l'urbanisation chinoise. L'urbanisation chinoise qui n'est pas terminée. Et il y a encore toute l'urbanisation indienne et l'urbanisation africaine à mener. Donc vous voyez un petit peu l'ampleur du phénomène. À partir de là, il faut savoir que quand on prélève du sable, aujourd'hui on ne le prélève plus dans les rivières, puisqu'il n'y en a plus. Donc on le prélève au large, parce qu'on ne peut pas prélever le sable du désert qui est érodé par le vent, donc il n'adhère pas et donc on ne peut pas l'utiliser dans le béton. Donc on utilise du sable marin. Quand on utilise le sable marin, on modifie tout un écosystème. Donc on modifie la capacité pour les poissons, on modifie les coraux, la capacité, on atteint les ressources halieutiques, la capacité pour les poissons de se reproduire, etc., etc. On déstabilise les plages, on lamine les côtes, et à ce rythme, pour aller très vite, au rythme actuel, 95% des plages dans le monde pourraient avoir disparu à l'horizon 2100. Il y a beaucoup d'autres effets que je pourrais développer, mais il y a des alternatives, et c'est ça la bonne nouvelle. C'est qu'en le sachant, eh bien, on réfléchit à bâtir autrement, on réfléchit à modifier la composition, la fabrication des routes. On prend de la paille, on prend d'autres de la pierre, etc., de la terre, on prend du bois, d'autres matériaux pour construire les bâtiments, etc., etc. On a les capacités de réagir, il y a l'innovation qui va nous aider, les comportements, on peut modifier ces comportements, je pourrais citer plein de comportements que moi-même j'ai modifiés ou qu'on peut modifier déjà aujourd'hui, il faut le savoir, en sachant. Et on a une panoplie entre l'innovation, le comportement, le droit et l'économie. On a une panoplie d'outils, l'économie circulaire, l'économie de fonctionnalité. On a énormément d'outils déjà à notre disposition pour changer complètement de modèle de consommation et donc de production et donc éventuellement changer de modèle économique et notre rapport aux ressources qui est donc le nœud de cette transition dont je vous parle. Et juste pour conclure, j'ai commencé par mes enfants et j'ai voulu vous parler de résilience et de complexité, de prévoyance, on va dire presque, de capacité de s'adapter. Je sais que quand je raconte ça, très souvent ça produit un effet un peu préoccupant. Et puis la transition, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne, donc on est tous d'accord qu'il faut y aller. Maintenant, le fait de se lancer, c'est ce que disait une fois de plus, ce qui était dit ce matin, il faut bien à un moment y aller. Et y aller, il y a deux possibilités. Soit on attend la catastrophe et on réagit, puisqu'on réagira, ça c'est sûr, soit on essaye de prévoir. Moi j'ai attendu la catastrophe, et la catastrophe c'était la disparition de mon mari il y a 9 mois, malheureusement. Il y a 9 mois, du jour au lendemain, c'était pas prévu, ça a été brutal, je me suis retrouvée donc avec la moitié de mon entreprise familiale, et de l'autre entreprise aussi, qui avait disparu, et c'est le monde qui explose, c'est Irma qui est passé sur notre famille, c'est tout d'un coup, on ne sait plus où on habite, au sens propre et au sens figuré, on n'a plus du tout les mêmes revenus, plus la même économie familiale, plus le même projet, plus le même environnement, enfin tout explose, et on se demande même si on a encore l'envie, l'envie de continuer, etc. Puis il y a 3 enfants, et vous n'allez pas dire à 3 enfants, qu'à l'époque il y avait 4, 5 et 9 ans, ben voilà, c'était bien, mais maintenant c'est fini et il va falloir se résoudre à vivre sans lui et puis à vivre moins bien, etc. Non, c'est pas possible. On peut pas, et puis vous ne pouvez pas attendre que je me remette, que tout ça c'est pas possible. Donc dès le lendemain,
on a commencé à fabriquer une histoire ensemble avec mes enfants. C'est-à-dire que je leur dis, on va raconter l'histoire de notre future vie, de ce qu'on veut. Alors l'été prochain, on va où en vacances? Et puis notre prochaine maison, elle sera comment? Puis on va habiter dans quelle ville, etc., etc. J'avais pas le choix, c'était presque un réflexe. C'est ça, engager une transition. Et là, je peux vous dire que c'est radical. Pour le coup, on a changé de paradigme, le système économique, tout. On change tout. Et 9 mois après, je peux vous dire que ça marche, quoi. C'est difficile, c'est super douloureux, et puis il nous manque, et puis on n'est pas encore sûr de la route qu'on va prendre, on ne sait toujours pas où on va habiter l'année prochaine. Il n'empêche qu'il se passe quelque chose et qu'on est dans le projet. Et donc, c'est ça qui est génial, c'est que je sais ce que j'ai perdu, mais je sais aussi ce que je peux gagner, et j'espère que cette métaphore pourra vous inviter à faire la même chose, sans attendre Irma. Il faut qu'on entre dans cette transition, quoi. Il faut qu'on la fasse et qu'on la réussisse, et je pense qu'on va y gagner. Merci. Vous voulez prendre la mienne? Oui. Nous vous proposons maintenant de poser des questions à Virginie Alessandre-Victor. Le temps est extrêmement compté puisque la contrainte de l'avion, vous n'avez plus que 20 minutes. Et on va voir passer des micros pour vos questions dans les deux allées. Et voilà, je vais lui demander de répondre le plus court possible. Merci. Je vais essayer. Vous êtes assommé ou... Ah, voilà, monsieur. Il y a une question juste devant la main. Ah, bon. C'est à votre gauche. Non, à votre droite d'ailleurs. Oui, je la répéterai. Dans votre slide, le premier sur l'augmentation de la population, vous n'avez pas parlé des 2,4 milliards de plus de population féminine par rapport aux 1 milliard de plus de population masculine. J'ai mal interprété? Alors le chiffre, je vous fais confiance parce que je ne le connais pas par cœur. J'espère toujours qu'on ne me pose pas cette question parce que je n'ai pas exactement, je n'ai pas complètement la réponse. C'est-à-dire qu'on a observé ça et à tel point on s'est dit mais c'est pas possible et on est reparti 3 fois sur les chiffres d'origine. La question, c'est pourquoi est-ce qu'il y a plus une augmentation de la population est plus marquée chez les femmes que chez les hommes? Ce qui est très net, hein, ce qui est très marqué pour certaines... alors, sur le... Enfin, on sait très bien que, pour des raisons, parce qu'ils fument, la mortalité masculine précoce, la surmortalité est précoce, est plus masculine que féminine pour des raisons d'hygiène de vie, les accidents au travail, toutes les pathologies liées au travail, etc. Tout ça atteint plus les hommes que les femmes. Bon. Mais pas seulement. Il y a malgré tout, parce qu'on le retrouve aussi chez les plus jeunes, et ça je n'ai pas l'explication, et on l'a cherché, on n'a pas encore complètement trouvé, puisqu'en plus il y a de toute façon une surnatalité masculine, ça on le sait, à l'échelle mondiale, mais la mortalité infantile précoce est plus élevée chez les garçons que chez les filles. Donc au total on arrive à l'équilibre. Rapidement. Au bout de 5 ans, en gros, il y a autant de petits garçons que de petites filles. Après, aujourd'hui, les choses vont sans doute évoluer assez nettement, puisque les femmes fument beaucoup plus qu'elles ne fumaient, et les hommes fument beaucoup moins qu'ils ne fumaient. Donc il y a des choses qui vont certainement évoluer. Ensuite, il y a toutes les pathologies liées à l'environnement qui risquent de corriger ce que vous voyez là. Donc on est, une fois de plus, on est sur une projection, on n'est pas sur une photographie. Mais il y a une part d'explication que je n'ai pas, et vous avez bien fait de le relever, en tout cas. Ça prouve que vous avez bien regardé. Oui. C'est juste une question. Ça va? Non? Bon, c'est pas grave. Est-ce qu'on ne peut pas déjà aujourd'hui expliquer des différences de positionnement économique entre la France et l'Allemagne par justement ces différences de natalité et de projection? Et est-ce qu'on n'est pas déjà un peu dans le vif du sujet aujourd'hui? Bien sûr, vous avez absolument raison. Pas que sur les questions économiques, d'ailleurs les questions migratoires. Hein, l'accueil par l'Allemagne des réfugiés, que n'a pas eu la politique d'accueil qu'a développée l'Allemagne vis-à-vis des réfugiés ces 2 dernières années, que n'a pas eu la France,
doit être rapproché, doit être rapporté évidemment à la question de la natalité. Le changement de système de droit, vous savez qu'on était sur un droit du sang, on est passé sur un droit du sol en Allemagne, c'est aussi lié aux questions de natalité, parce que le solde naturel allemand est effectivement très négatif. Donc, et le système économique, l'âge de la retraite, la façon de négocier le départ à la retraite, etc., et le travail, on est aussi directement lié à ces questions de réduction de la main-d'œuvre et de la pyramide des âges, allemande. Donc vous avez absolument raison. Mais c'est en ça où ils ont une étape d'avance. Il y a un autre pays où le débat a été très avancé, enfin il y en a deux autres, il y a l'Angleterre, mais le Japon. Le Japon a une politique économique d'investissement, notamment de dépenses en recherche-investissement énorme, mais comme la Corée d'ailleurs, qui est largement liée aussi à sa démographie. C'est-à-dire que une partie de la recherche-développement sur tout ce qui est technologie de robotique en particulier, qui est leur point fort, est directement liée à une réponse au vieillissement de la population. Donc bien sûr, vous avez absolument raison. Oui, j'ai une question, je suis caché vous pouvez pas votre gauche. Ah, tout à fait, c'est oui, ça y est. gauche. Ouais. D'abord, merci pour la présentation que j'ai trouvée passionnante. Merci. J'ai écouté un autre expert il y a déjà quelques mois dans mon groupe APM, qui est Marc Alévi. Oui. Et j'étais ressorti de cette journée à peine complètement déprimé. Et là, je suis beaucoup moins en vous écoutant, donc ça c'est un point extrêmement positif. Et extrêmement déprimé en écoutant Marc Alévi, notamment parce que sur la démographie, il était extrêmement pessimiste en disant finalement toutes les prévisions ont toujours été explosées par le haut, et donc quand on reste sur que ce soit la médiane ou que ce soit quelles que soient les hypothèses, finalement elles sont toujours explosées par le haut, et que partant de là, le big point sur l'ensemble des ressources de la planète sont passés finalement, et que en partant sur la consommation, vous parlez du Bangladesh, lui parlait plutôt de la consommation moyenne d'un Américain, et en disant si on divise cette consommation par deux, on saura finalement nourrir, je crois, que 2 milliards d'habitants. Donc un pic un gap entre les 12 milliards potentiels et les 2 milliards que la Terre pourrait nourrir à horizon 80 ou 100 ans, qui est absolument colossal. Et je ne retrouve pas ce pessimisme, et tant mieux, dans votre présentation. Alors, ça ne veut pas dire que je ne suis pas préoccupée. Moi, mon point, c'est de dire, d'abord, si on dit que c'est foutu, très franchement, se mobiliser pour un projet, si on dit que c'est foutu, ce n'est pas très intéressant. Et donc, dans ce cas-là, on se dit, bon, qui vivra verra. De toute façon, on s'est toujours adapté, on s'adaptera encore. Sauf qu'on a des échéances qu'on n'a jamais eues jusqu'à maintenant, qui sont le réchauffement climatique. Et on voit tous les scénarios, là pour le coup, tous les scénarios du GIEC, etc., ont été sous-estimés. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus grave et ça va beaucoup plus vite qu'on ne le pensait, en termes d'augmentation de la température et des effets. Et en plus, on a un autre problème, c'est que la modélisation, on a un modèle pour 2,5 degrés, je crois, et au-delà de 3 degrés, on n'a aucun modèle qui permet de savoir aujourd'hui précisément ce qui arrivera en termes des effets du climat. Donc là, on a une échéance et elle est plutôt prévue. Donc ça, pour moi, c'est la grosse préoccupation. J'évoquais au groupe qui était juste qui vous précédait, une discussion que j'ai eue il y a quelques jours avec, ça fait un peu name dropping, mais c'est comme ça, Nicolas Hulot, parce que je lui posais la question justement sur c'est quoi être aujourd'hui ministre de l'Environnement, est-ce qu'on peut faire bouger les choses, etc. Alors je pourrais développer sa réponse, c'est très intéressant. Mais lui, il est préoccupé, non pas par le manque de prise de conscience, mais par la rapidité avec laquelle on réagit. C'est-à-dire qu'il dit, bon, maintenant, il y a à peu près consensus, oui, il y a encore quelques personnes pour dire que le réchauffement climatique, c'est pas lié qu'à l'homme, certes, bon, mais là n'est plus la question. Mais maintenant, c'est la rapidité, c'est le problème des échéances. Et lui, avec d'autres experts, comme Jean Jouzel, etc., alors Jean Jouzel, il est extrêmement préoccupé, et pourtant, je peux vous dire que c'est de nature, il est comme moi, c'est un confiant et plutôt optimiste. Mais il dit, on n'a pas le temps. Le problème aujourd'hui, c'est le temps. C'est pas notre capacité de le faire, on peut le faire, on sait le faire, maintenant on y va. Parce qu'au-delà de 15 ans, tous les modèles explosent, et là le risque, c'est pas qu'on va tous mourir, la Terre va pas s'effondrer ou exploser dans la stratosphère, non, le risque, c'est des conflits, c'est le chaos, c'est une désorganisation économique. Là, pour le coup, c'est des crises économiques majeures dans nos pays, parce qu'il ne faut pas imaginer que ce qui se passe ailleurs n'aura pas de répercussions ici. C'est des flux de migrants, à côté des flux migrants climatiques qu'on pourrait avoir, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est rien. Donc c'est tout ça l'enjeu. Donc moi, je suis extrêmement préoccupée par la lenteur de notre réaction, mais pas par la démographie.
La démographie, c'est si on a la réponse et qu'on l'engage, elle s'appliquera ou non. Le problème, c'est... et je suis même très, très sévère vis-à-vis de tous ceux qui utilisent l'argument démographique pour alerter. Parce que c'est une manière de reporter la réponse ailleurs. C'est-à-dire, s'ils avaient moins d'enfants, finalement, on n'aurait pas de problème. C'est faux, il y a l'inertie démographique. C'est-à-dire que même si aujourd'hui, on arrêtait, plus personne n'avait d'enfants, avec la progression du niveau de richesse et nos modes de vie, de toute façon, c'est la même chose. Ça sera juste 20 ans plus tard, mais c'est la même chose. Donc, c'est pas... Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème lié à la croissance de la population mondiale, loin s'en faut. Ça pose énormément de problèmes. Mais ce n'est pas par ça qu'on peut aborder la réponse à la transition. C'est ça mon propos. Ce n'est pas de dire qu'il n'y a pas de problème à la croissance démographique, c'est de dire si on aborde le problème comme ça, on va dans le mur. Là, pour le coup, c'est vrai. Donc l'aborder par un vrai changement de paradigme, par un vrai changement de mode de vie et de modèle économique. Et ça ne veut pas dire vivre moins bien et à la chandelle et dans des cabanes pas chauffées l'hiver. Ce n'est pas ça le propos. C'est vraiment réfléchir complètement à d'autres systèmes, d'autres modèles de production, d'autres modèles d'économie circulaire, fonctionnelle, etc. C'est dans ce sens-là, et un autre rapport aux ressources. Et donc ça veut dire changer complètement l'indicateur économique. Ça, on y passera. Tant qu'on ne change pas d'indicateur économique et qu'on mesure la croissance selon le même modèle, effectivement, c'est extrêmement préoccupant. Mais on peut changer. Et il y avait... Ah. Oui, merci beaucoup pour votre exposé, surtout la passion que vous nous transmettez. Merci. J'avais une question sur le concret. Qu'est-ce que vous avez changé, vous disiez que vous avez déjà plein de choses. Plein de choses. Je vais vous en citer deux. Je suis devenue végétarienne alors que j'adorais la viande. C'est très bête. Mais je prends cet exemple-là parce que c'est l'histoire du régime carné donc, que j'évoquais tout à l'heure, et ça répond en partie à la question. L'histoire de 2 milliards, 4 milliards, 8 milliards ou 12 milliards, en fait, c'est lié à la consommation de viande. Ce n'est pas la quantité de blé que chacun mange, c'est vraiment la consommation de viande qui est en cause. Donc après, il fallait être cohérent avec ce que je racontais. Mes enfants ne sont pas végétariens parce que je veux que ça procède de leur propre choix. Ça, c'est la deuxième chose qui est importante pour moi, c'est donner la capacité de choix et la responsabilité. Et pour ça, on a fait un changement, on a changé nos enfants de système scolaire, enfin on ne les a pas changés, on les a mis directement dans une école qu'on a créée avec mon mari et un autre couple. On a créé une école avec une pédagogie assez connue, mais qui responsabilise l'enfant, qui le met en lien direct avec, qui le rend autonome, résilient, qui appuie, qui favorise le collectif, qui est beaucoup moins dans la compétitivité, mais beaucoup plus dans l'accomplissement, dans le projet, etc. Et ça, c'est un autre changement, c'est-à-dire vraiment, et c'est un engagement concret. Et ce qui est très intéressant, je racontais à d'autres personnes, cette école, on l'a mise, elle est installée dans une zone près de Trappes. Autant vous dire qu'on n'est pas chez les bobos du 6e arrondissement de Paris, on est vraiment dans une population qui est déficitaire sur le plan culturel, sur le plan économique, qui manque de confiance, manque de projet, souvent on n'y croit plus. Et c'est hyper intéressant. L'école, elle coûte cher parce qu'elle est à coût réel. On n'a pas de subvention, on n'a rien, donc elle coûte, tenez-vous bien, 500 € par an. Eh bien, nos élèves, ils s'appellent Moussa, Mohamed, enfin, ils viennent de partout dans le monde, puis ils s'appellent aussi Violette et Émile. Et c'est extraordinaire de voir comme tous ces parents participent pour cette école parce qu'ils voient que leurs enfants, c'est incroyable la progression de ces enfants. Si vous avez l'occasion d'aller dans une école Montessori, allez y jeter un coup d'œil. C'est fabuleux parce qu'on a des enfants qu'on responsabilise, qui s'engagent, qui vont à leur rythme, donc il n'y a plus d'échecs, il n'y a plus de comparaison. Et c'est plein de vertus. Je ne veux pas faire l'apologie du système Montessori parce qu'il y a d'autres systèmes, mais c'est un vrai changement. Parce qu'il faut assumer de sortir ces enfants d'un système. Et je vous promets que la pression, elle est très forte, y compris par l'éducation nationale, pour laquelle j'ai beaucoup de respect, mais ça là, changer de système d'éducation pour inculquer d'autres façons de voir, de regarder et apprendre la résilience. Voilà les deux exemples que je peux vous donner. Oui. Vous avez évoqué la problématique de sable pour oui. l'urbanisation. Nous connaissons pour la problématique des énergies fossiles et des fins annoncées. Quelle est votre vision par rapport à l'eau douce, l'eau potable, qui est déjà une guerre très actuelle, laquelle les peuples premiers nous annoncent 14-15 ans de disponibilité? Alors, c'est intéressant parce que cette question, elle revient, je vais vous dire, tout le temps, ça préoccupe beaucoup. J'ai une bonne nouvelle pour vous, l'eau est une ressource renouvelable, contrairement aux énergies fossiles et contrairement au sable. Si on traite l'eau, si on la recycle, en plus, on peut même la dessaler de mieux en mieux, enfin de façon de moins en moins toxique, on va dire,
Donc ça, c'est la première chose. Le problème n'est pas tant un problème de disponibilité de l'eau aujourd'hui qu'un problème d'accès à l'eau. C'est ça le vrai enjeu, c'est donner l'accès à l'eau. Et l'accès à l'eau, après, ça veut dire aussi toute l'infrastructure et l'entretien de l'infrastructure. Ça veut dire aussi 70% de l'eau, vous savez par quoi elle est absorbée? L'agriculture. Donc ça veut dire revoir complètement le système agricole en fonction de la problématique de l'eau. Ça veut dire des cultures irriguées parce que c'est beaucoup plus productif, mais des cultures irriguées raisonnablement, c'est-à-dire de nuit, au goutte à goutte, etc. On a des solutions techniques déjà. Je pense, en termes d'approvisionnement, je donne l'exemple d'Israël parce qu'on a toujours l'idée que le conflit israélo-palestinien est autour de l'eau. C'est fini. Aujourd'hui, Israël est quasiment autonome en termes d'eau grâce à ses usines de dessalement. Donc il faut arrêter de penser qu'on peut résoudre le problème du conflit israélo-palestinien simplement en résolvant la question de l'eau. Ça a été entretenu, c'est beaucoup plus complexe que ça. Je ne dis pas que l'eau n'intervient pas dans cette histoire de conflit, ni qu'Israël n'a pas pompé dans les aquifères palestiniens. Simplement, je dis, ce n'est pas du tout aussi binaire qu'on a voulu le montrer. Donc, il y a la question, en termes technologiques, on a les moyens. En revanche, il y a une question effectivement de moyens financiers pour traiter l'eau, mettre en place toutes ces infrastructures agricoles, etc. etc. Il y a un problème de législation. Aujourd'hui, on autorise le pompage individuel. Quand c'est en France, ce n'est pas bien grave parce qu'il y a beaucoup d'eau. Quand c'est en Égypte, c'est dramatique. Parce que l'aquifère égyptien, il a chuté depuis que tout le monde peut acheter sa pompe à eau. Autre outil dont on dispose, c'est le prix de l'eau. Il faut savoir qu'on ne paye pas le prix de l'eau. Et on ne payera pas le prix de l'eau tant qu'on n'a pas conscience de la valeur de l'eau. La valeur de l'eau, c'est le coût du traitement, c'est toute la... Vous savez qu'il y a un énorme gaspillage en France d'eau. On paye l'eau trop cher à la limite parce que simplement il y a des pertes d'eau, parce que les tuyaux sont troués, parce que... Et puis il y a d'autres aberrations. Vous lavez votre voiture avec de l'eau potable quand même. C'est une espèce d'aberration. On peut citer plein d'exemples. Donc il y a de l'eau, des ressources en eau, il y en a plein. Entre celles qui existent naturellement et celles qu'on peut retraiter et celles qu'on peut économiser, plus celles qu'on ne pourrait ne pas consommer dans l'agriculture, en fait de l'eau on en a. Après, je vous dis, c'est une question de gestion de l'eau, de répartition de l'eau. Dans les pays... Alors, il n'y a pas de guerre de l'eau. Historiquement, il y en a eu une seule dans l'Antiquité. Il y a des conflits où l'eau est un enjeu important, mais il n'y a pas proprement parlé de guerre de l'eau. Et pour une raison simple, c'est que quand vous entrez en guerre, enfin je parle de conflit armé, bien sûr, pour entrer en guerre, il faut être sûr de gagner quelque chose. Il n'y a aucun cas dans le monde où on imagine... Ceux qui subissent le manque d'eau, je pense à l'Éthiopie face à l'Égypte, je pense au Laos, au Cambodge face à la Chine, je pense au Bangladesh face à l'Inde. Vous les voyez entrer en guerre contre l'Inde ou la Chine? C'est impossible. Donc on est dans d'autres stratégies et d'autres façons de résoudre le problème. Donc ça répond par... Enfin voilà, je crois qu'il y a un problème économique aussi d'accès à l'eau des populations. Donc, voilà, en fait on ne manque pas d'eau, en revanche on manque de volonté d'utiliser tous les moyens dont on dispose, et où on manque de moyens pour les mettre en œuvre. Et puis il y a une dernière chose, je reviens sur l'agriculture. Quand je ne l'ai pas là, la diapositive, c'est dommage. Pour manger 1 kg de bœuf et 1 kg de blé, vous regardez la consommation d'eau qu'il faut pour manger 1 kg de bœuf et 1 kg de blé. Ce que ça implique comme consommation d'eau, c'est phénoménal. Donc si vous mangez du blé ou du quinoa plutôt que du bœuf, déjà on aura avancé sur le problème de l'eau aussi. Voilà. Donc je ne sais pas si ça répond à votre question, mais en fait c'est un énorme sujet. Mais moi je suis, une fois de plus, c'est une question de mise en œuvre et de volonté politique, mais il n'y a pas de manque d'eau en tant que tel. La ressource n'est pas rare. C'est l'accès à l'eau qui est problématique. Le niveau hydrique en forêt primaire sur le bassin amazonien baisse. Oui, mais absolument, mais parce que ça c'est un effet. Si on arrête de déforester, on aura... Et voilà. Il reste 3 minutes. Est-ce Oui. qu'on n'a pas le temps pour notre question? La conclusion, c'est... J'ai une dernière question. Ah ben voilà, comme ça nous sera la conclusion. Vous êtes où? Je suis au fond, là. Je lève la main. Ah oui, voilà. Vous avez commencé votre intervention en disant que Internet avait 20 ans en France. Cette technologie se développe partout sur la planète, en Asie, en Afrique. Oui. Elle transmet la transmission du savoir ou de l'information en contournant les différents gouvernements. Est-ce que vos statistiques de démographie tiennent compte de cet événement? Non, non, pas sur la démographie.
En revanche, on y réfléchit parce que effectivement, tout à l'heure, ah ben non, c'est pas à vous. Je prenais l'exemple des enfants de cacaoculteurs dans une session précédente, qui, grâce à leur smartphone, s'aperçoivent ont l'information sur le fait que si on cultive autre chose que du cacao qui est super dur et qui ne rapporte rien, mais si on cultive à la place des haricots verts ou des choses comme ça rapporte beaucoup plus, c'est plus stable, il y a moins d'aléas, etc. Donc, ce qui est intéressant dans cette technologie, c'est tous les changements induits au-delà de la formation que ça produit déjà dans différents continents, et en particulier en Afrique. Mais on ne peut pas dire sur le plan démographique. Moi, j'ai pas de statistiques ou de rapport entre l'explosion d'Internet et l'impact en termes de démographie. En revanche, en termes économiques et dans les deux sens d'ailleurs, mais pour le saut technologique dans certaines régions, c'est déjà extrêmement important. On considère aujourd'hui que grâce au téléphone mobile, avec Internet dedans, mais le téléphone mobile, on a augmenté entre 1 et 3% en moyenne le PIB des pays africains depuis le début du siècle. C'est énorme. C'est-à-dire plus que l'aide publique au développement aujourd'hui. Donc, mais on manque encore un peu de recul, et puis il y a toujours le problème du recueil statistique. C'est-à-dire que là, on parle de choses qui sont estimées, mais le recueil statistique étant très peu fiable, donc c'est très difficile de s'appuyer sur des données tangibles, que ce soit d'ailleurs en démographie, il faudrait pouvoir comparer ce qui est comparable, et ça c'est la limite aussi de la prospective, c'est la disponibilité des données. Donc c'est pour ça qu'on travaille mieux évidemment sur des pays dans l'OCDE, parce que là il y a des appareils statistiques qui sont fiables, avec des gens formés. Là où vous allez faire des statistiques sur le Mali ou le Nigeria, c'est plus compliqué, ou l'Inde, parce que vous avez moins de gens formés, vous n'avez pas des appareils, des recueils de données qui soient étalonnés, etc., etc. Donc on n'a pas à proprement parler de statistiques. En revanche, des mesures d'impact, oui, ça, il y en a. Voilà. Écoutez, merci beaucoup, et puis bon futur.